nous sommes assurés que le Congo va décoller sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. La diaspora traite M. Kabila de Rwandais. M. Kamere, sa nationalité est douteuse. Maintenant, que pensez-vous? Aller aux élections avec des gens qui ont des nationalités douteuses? Sa gesticulation actuelle autour de la révision constitutionnelle nous pose quelques problèmes et on peut dire que là-dessus, le bilan est totalement négatif. Deuxièmement, sur le plan économique et social. Sur le plan économique, je vous dis tout à l'heure, la finalité de la politique économique n'est rien d'autre que la réalisation du bien-être des citoyens. C'est-à-dire disponibiliser le bien, le service, n'est-ce pas, aux citoyens. C'est ça la finalité de l'action économique, ou de toute politique économique. Au Congo aujourd'hui, mais c'est aussi l'emploi. Toute politique économique doit viser l'emploi, la création du revenu, et puis trouver des réponses sociales aux problèmes des citoyens. On peut donner trois éléments des statistiques sur le plan de l'emploi. Savez-vous que dans notre pays, vous avez 94% de chômeurs? Dites ça. C'est chaque semaine qu'il y avait ces villes mortes, il y avait marché, il y avait ça et là, mais l'opposition aujourd'hui congolaise est inexistante. Qu'est-ce qui fait que l'opposition soit ainsi faible par rapport à l'opposition de Mobutu dans les temps? De deux côtés. Les noms, leurs noms. Non, je peux les citer. Je peux les citer, hein, même jusqu'à la 4e génération. Arrière-arrière-grand-père Massangando. C'est lui qui vient après le Mosobu. Grand-père Mboulé. Père Boussa. Kana uti benena okende tambula nako tambula Yesu nde lisungie. Usikana uti benena okende tambula nako tambula Yesu nde lisungie. Olona bolingo olona ngolu olona bolingo olona Olona bolingo, olona olwe, olona bolingo, olona olu, yana bututo moi. Alors ma première préoccupation est la suivante. Pourriez-vous commenter un peu sur le régime en place, le mandat qui tend vers sa fin de M. Kabila? Comment avez-vous jugé tous les temps qu'il a eu à diriger? C'est positif ou c'est négatif? Merci pour la question. Je crois que cette question nous rappelle même le sens de notre combat aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord avec M. Kabila depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que c'est cela. Et qu'est-ce qui a évolué entre-temps pour que nous puissions continuer à être en désaccord avec lui jusqu'à vouloir son départ du reste? Nous ne sommes pas d'accord avec M. Kabila et son système parce qu'il appauvrit les citoyens. J'ai dit tout à l'heure que vous dites que vous êtes démocrate, mais dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État, il n'y a pas de démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'État de droit. Savez-vous, dans ces pays-là, il n'y a pas d'état de droit. Vous allez dans la prison centrale de Makala aujourd'hui, vous trouverez des hommes et des femmes qui sont arrêtés depuis 5-10 ans, qui n'ont jamais été jugés. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne soit envoyée en prison sans avoir été jugée? Il n'y a pas d'état de droit. Je vous rappelle le débat actuel sur la constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aux États-Unis, alors que le mandat de Barack Obama prend fin en 2016, vous avez suivi qu'il y a un débat sur la révision constitutionnelle aux États-Unis? Il n'y a pas de débat là-dessus. N'est-ce pas? Il n'y a pas respect de l'état des droits. Les droits économiques et sociaux ne sont même pas respectés. Est-ce qu'on peut vivre avec $80 par mois dans un pays où, pour vous qui connaissez bien le Congo,
le carton des Thomson, les poissons les plus populaires au Congo, même s'il n'a pas de qualité, n'est-ce pas, coûte 80 $ aussi. Est-ce que c'est possible ça? Les droits économiques et sociaux ne sont pas respectés. Déjà, sur le plan politique, M. Kabila n'a pas été capable de pouvoir placer le pays sur l'orbite des États démocratiques. Sa gesticulation actuelle autour de la révision constitutionnelle nous pose quelques problèmes et on peut dire que là-dessus, le bilan est totalement négatif. Deuxièmement, sur le plan économique et social. Sur le plan économique, je vous dis tout à l'heure, la finalité de la politique économique n'est rien d'autre que la réalisation du bien-être des citoyens. C'est-à-dire disponibiliser le bien, le service, n'est-ce pas, aux citoyens. C'est ça la finalité de l'action économique, ou de toute politique économique. Au Congo aujourd'hui, mais c'est aussi l'emploi. Toute politique économique doit viser l'emploi, la création du revenu, et puis trouver des réponses sociales aux problèmes des citoyens. On peut donner trois éléments des statistiques sur le plan de l'emploi. Savez-vous que dans notre pays, vous avez 94% de chômeurs? Ça veut dire que la politique économique a complètement échoué. Si vous avez 94% de chômeurs, vous ne savez pas baisser les taux de chômage, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez fait quelque chose. Soyons sérieux. Savez-vous, 87,7% des Congolais vivent en deçà de 1,25 $ américains par jour. Ça, c'est les données des études de la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On peut aller à l'Internet et lire cette analyse. Donc, ça veut dire que 87,7% de Congolais sont pauvres. Et on peut vous dire qu'aujourd'hui, le bilan est positif plus de 10 ans après. Parce qu'il faut compter à partir de 2001 que M. Kabila est au pouvoir. N'est-ce pas? Rentrons sur le terrain social. Je l'ai dit tout à l'heure. Les salaires, ceux qui travaillent, certains ne sont pas payés. Vous avez au Congo des enseignants qui travaillent mais qui ne sont pas payés. On les appelle des NP, non payés. Est-ce que c'est concevable que quelqu'un travaille et qu'il ne puisse pas être payé? C'est pas possible, je pense. Déjà que les salaires sont très faibles, même, je dirais même dérisoires. Mais en même temps, les gens qui travaillent ne sont pas payés. Il n'y a aucune politique sociale. L'accès aux soins de santé primaires est difficile. C'est même chimérique. C'est ainsi que les taux de mortalité sont de plus en plus élevés. J'ai dit il y a quelques jours que j'étais à Mamayem en 2010 en tant que député pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans nos cimetières quand on y va? C'est comme si c'était le lieu où les gens le fréquentaient le plus possible. J'étais à Mamayem, j'ai vérifié, j'ai trouvé on m'a donné les statistiques du directeur de la morgue qui m'a dit, honorable, nous sortons 50 corps par jour à Mamayem. À la fin du mois, nous avons 225 corps que l'hôtel de ville va enterrer. Donc le bilan sur le plan politique est négatif, sur le plan économique est catastrophique parce qu'on a installé une logique de pillage. Toute politique économique doit être fondée sur une logique. Si la logique économique est de réaliser le bien-être de tous, vous avez une économie débarrassée de la corruption et des pillages. Mais si la logique économique est l'enrichissement d'un groupe d'individus ou de quelques individus seulement, vous avez une politique économique qui met en évidence des contrats léonins, le pillage des ressources naturelles, la mauvaise gouvernance qui est caractérisée par la corruption. Nous sommes l'un des 10 premiers pays du monde en termes de corruption. Ce n'est pas un bilan positif, ça. C'est chaque semaine qu'il y avait ces pavilles mortes, il y avait marché, il y avait ça et là, mais l'opposition aujourd'hui congolaise est inexistante. Qu'est-ce qui fait que l'opposition soit ainsi faible par rapport à l'opposition de Mobutu dans les temps? On peut donner deux réponses dans deux directions. La première réponse, que vous dites, qu'est-ce que vous faites en tant qu'opposition? Je crois qu'il ne suffit pas de critiquer, mais il faut avoir des propositions alternatives. Là-dessus, nous avons des propositions alternatives claires. Si vous me posez des questions spécifiques, je vais donner des réponses spécifiques par rapport à cela. Maintenant, l'insistance que vous faites me renvoie aux aspects politiques. Comment les combats politiques est-il menés pour que nous mettions la pression sur ceux qui pensent que le pays leur appartient désormais en propriété privée contre les intérêts des Congolais? Je crois que c'est ça. Ceux qui disent aussi que l'opposition est divisée n'existait pas, je crois que ce sont des chantres de l'affaiblissement de l'opposition. J'entends ces discours plutôt qui nous vient de la majorité. Non, l'opposition est divisée. Non, même de la population, s'il vous plaît. J'en arrive, d'accord. Même dans ces cas, je crois qu'on doit définir ce que c'est une opposition. L'opposition, c'est ceux qui ne partagent pas le même point de vue que ceux qui sont au pouvoir. En tout cas, après les élections, ceux qui ne appartiennent pas à la majorité. C'est très clair et net. Oui. Maintenant, lesquels on a débattu sur ces sujets, notamment au niveau de la hiérarchie du Parlement, pour dire il faut libérer le Congolais de cette question administrative.
de la nationalité. C'est une question administrative en ce qui concerne les Congolais d'origine. Et donc voilà, si bon, je vais répondre à cette question, c'est par rapport à cela. Pour le reste, tel est Congolais, tel n'est pas Congolais. Je crois qu'il y a une administration dans le pays, n'est-ce pas, pour permettre de savoir quel est le dossier des uns et des autres. Parce que demain, si je suis candidat président, on dira non, Jean-Lucien, il est centrafricain. Mais nous commençons par vous. Un instant. En ce qui me concerne, oui. Vous avez donné votre projet en de ce société. qui me concerne, Vous venez d'entendre votre projet de société. mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, de deux côtés, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, vos amis. de deux côtés. Les noms, leurs noms. Non, je peux les citer. Je peux les citer, hein, même jusqu'à la 4e génération. Arrière-arrière-grand-père, Massangando. C'est lui qui vient après Louis Moussobou. Grand-père, Moulé. Père, Boussa. Jean-Lucien Boussa. Je voudrais savoir, CDR, c'est un parti qui vient à peine de naître, ça fait une année. Et vous êtes établi seulement à Kinshasa et à l'Équateur, ou vous êtes sur toute l'étendue de la République? Merci. La spécificité, même l'identité du CDR, c'est vraiment le parti qui rassemble les Congos. Le Congo dans ses diversités culturelles, ses diversités ethniques, mais cette diversité scientifique aussi. En tout cas, vous venez au CDR, vous allez rencontrer toutes les compétences. Alors, toutes les compétences et toutes les provinces. Je suis celui que je suis, donc le vice-président, il y a des questions, à la fois des questions de fond et des questions sectorielles. S'agissant des questions de fond, nous sommes un pays où les fondamentaux d'un état de droit n'existaient pas encore. Quels sont les fondamentaux de cet état de droit? Je prends un seul exemple. L'alternance politique. Nous sommes en Afrique du Sud. On sait que le mandat du président d'Afrique du Sud est de 4 ans, je pense. Si je me trompe. N'est-ce pas? Et c'est connu de tout le monde. Vous savez qu'en France, le mandat de 5 ans, il est renouvelable une seule fois. Au Congo, le mandat du président de 5 ans, il est renouvelable une seule fois. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, quels que soient les projets que nous pouvons avoir au niveau de l'opposition, s'il n'y a pas d'alternance politique, à quoi serviront ces projets? La bataille de l'opposition aujourd'hui. Au-delà des batailles sectorielles, je crois que vous nous suivez aussi au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les mandats passés, j'ai interpellé le Premier ministre du gouvernement par rapport à sa mégestion. Et vous ne savez pas ce que ça nous a coûté. Il fallait oser, il fallait le faire à l'intérieur du pays. Nous l'avons fait. Nous l'avons aussi fait pour d'autres ministres considérés comme puissants. Les ministres d'État, après le président de la République, j'étais le premier à l'interpeller. Nous l'avons fait. Je crois que nous faisons ce travail. Il n'est peut-être pas à la hauteur des espérances des Congolais qui veulent se débarrasser de ces systèmes. Mais c'est un travail de tous les jours. Ce travail, nous le faisons aussi. Il n'y a pas plus tard que le 4 août. Nous nous sommes retrouvés à Ndjili. Vous avez suivi, je pense, pour dire non à la révision constitutionnelle. Vous avez aussi appris que l'un de nôtres a été arrêté par la suite. Mais il fallait oser. Je pense que nous faisons quelque chose. Mais je pense que c'est la combinaison de nos efforts qui peut nous permettre de pouvoir pousser à ce que le changement réel arrive rapidement dans les pays. Vous avez comparé avec les contextes Mobutu, Tshisekedi, Mobutu, Union sacrée, etc. Il y a des contextes politiques différents. Certes, je ne reviens pas au contexte du passé. Mais aujourd'hui, il y a une très grande évolution aussi dans notre combat. En 2011, avant 2011, on n'avait pas l'écoute de la communauté internationale. Même si à l'intérieur le travail était fait, même si les combattants à l'étranger étaient en train de se battre comme ils le pouvaient, on n'avait pas cet autre élément qui est essentiel dans la réalisation de ce qui se passe à l'intérieur. On est des pays interdépendants. Ce qui se passe au Congo intéresse l'Amérique, intéresse l'Afrique du Sud, ce qui se passe aussi ailleurs nous intéresse. Donc c'est dans cette espèce d'interdépendance, d'abord à l'interne, l'opposition, la société civile, je dis la diaspora aujourd'hui, qui est devenue très très active dans ces domaines et dont le rôle est salué, je dois les saluer par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, va nous permettre ensemble de vous dire le changement c'est maintenant et on doit se battre pour ça. Donc l'opposition fait son travail. Bien entendu, il y en a qui sont habillés à la casquette de l'opposition, mais qui font autre chose. Vous avez bien vu les concertations politiques nationales. Si toute l'opposition avait dit non aux concertations politiques nationales,
pensez-vous que ces concertations auraient avancé considérablement? Mais non. Vous avez identifié parmi les opposants certains qui ont cru bon d'être en concertation politique et d'autres qui ont résisté jusqu'à ces jours. Heureusement pour nous qui n'avons pas été, qui avons dit non aux concertations politiques, eh bien, ça n'a donné aucun résultat. Aucun résultat. Ce n'est que gaspillage des ressources nationales. Et je pense que certains des opposants sont en train de regretter aujourd'hui. Honorable, je relevais quelque chose dans vos dires. Je crois que je vais revenir sur la diaspora. Mais avant ça, je reviens encore sur le mandat du président. Vous avez l'article 220 de la Constitution. Vous avez appelé ça article verrouillé. C'est comme ça que vous l'appelez. Mais aujourd'hui, le même article vous fait baver et l'opposition et la population. Parce que je me dis que la majorité ne va pas baver à cause de ça. Il attend d'ailleurs que les choses se fassent autrement que la Constitution. Qu'est-ce qui se passe exactement sous cet article? Parce que c'est écrit noir et blanc. Tout le monde peut lire de la première phrase à la dernière que l'article 220 ne peut pas changer du tout. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que là, c'est toute l'opposition qui est en train de baver, qui est en train de... Aujourd'hui, moi je pense que pour un pays de droit, comme vous l'appelez, le Congo, un pays interdépendant, un pays ainsi de suite, avec tout ce que vous connaissez, comment est-ce que la majorité, quel est le poids de la majorité sur toute cette opposition qui ne veut pas qu'on bouge un iota de l'article 220, l'article verrouillé comme vous l'avez appelé. Aujourd'hui, c'est toute l'opposition qui bave sur l'article, bave sur ce problème. On dirait que vous n'êtes, l'opposition n'est que là par, ce n'est qu'un nom ou une étiquette, parce que bon, moi je pense qu'il n'y aurait pas eu de réunion, il n'y aurait même pas eu de meeting sur ça, parce que c'est écrit. Mais aujourd'hui, il faut de meeting. C'est-à-dire que M. Joseph Kabila, qui est le concerné dans ce petit changement qui pourra se faire ou non, si vous ne tenez pas bien, pourra gagner sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses, madame. La première chose, que l'enjeu du pouvoir, ce n'est pas d'identifier les dispositions constitutionnelles ou des lois qui scellent l'avenir d'un pays pour les modifier afin de se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas ça l'enjeu du pouvoir. L'enjeu du pouvoir, c'est d'organiser la société de sorte à répondre aux besoins des citoyens. C'est ça l'enjeu du pouvoir. Et en République démocratique du Congo, l'enjeu du pouvoir, c'est comment modifier la Constitution pour rester au pouvoir. En 2011, M. Kabila, lors de ses présentations au niveau du Congrès, la réunion qui met en commun le Sénat et l'Assemblée nationale, a dit plusieurs fois, 2007, 2008, 2009, que on ne modifiera pas la Constitution, madame. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Il s'est passé que on a modifié la Constitution, notamment s'agissant du mode de scrutin du président de la République, passant de 2 tours à un seul tour. Cette modification de la Constitution a posé un précédent. Rappelez-vous que lorsqu'on avait la possibilité d'avoir une élection présidentielle à 2 tours, le président pouvait être élu avec un peu plus de légitimité renforcée, parce qu'on était un pays post-conflit. Deuxièmement, les élections de députés provinciaux devaient être organisées en même temps que le deuxième tour des élections présidentielles. Le fait qu'on ait modifié la Constitution par la volonté de M. Kabila a fait sauter cette étape, de sorte qu'aujourd'hui, nous avons un retard par rapport aux élections de députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs qui sont tous devenus illégitimes. La responsabilité doit être portée par ceux qui ont décidé de modifier la Constitution dans ses dispositions relatives au scrutin présidentiel. Si l'opposition se bat aujourd'hui, parce que nous connaissons l'acteur, le jeu et les règles de jeu. Vous connaissez le joueur, vous connaissez son jeu, vous connaissez ses règles de jeu. Et même le résultat. S'il vous plaît, ben voilà. Alors, donc, l'opposition a raison d'anticiper sur ces risques à venir. Mais l'opposition n'a pas fait qu'anticiper. Il y a eu des signaux négatifs du côté de la majorité pour vouloir modifier les dispositions constitutionnelles relatives au mandat du président de la République. Et là, tout combattant avéré, tout politique responsable
Tout Congolais qui pense que ce pays doit changer ne peut pas laisser passer cette espèce d'énormité, vouloir réviser la Constitution. Ce n'est pas l'opposition qui bave, madame. C'est la majorité qui, s'exprimant par plusieurs voix. Je n'ai pas envie de faire leur propagande ici en les citant. Non, c'est la majorité qui s'exprime sur dans plusieurs occasions, à plusieurs circonstances, et tente de dire à tout le monde que la modification de la Constitution est normale. Oui, la modification de la Constitution ne pose pas problème, sur le plan de la théorie. Mais nous avons fait un choix politique dans le pays. Ce qu'on appelle disposition verrouillée. Non, ce n'est pas une disposition verrouillée. C'est cette disposition qui verrouille les autres dispositions. L'article 220 verrouille le mandat du président de la République. L'article 220 pose les principes du scrutin direct. Regardez, mais qui veut modifier la Constitution? Ce n'est pas l'opposition, c'est la majorité. Et vous avez suivi le débat. Monsieur Kabila était aux États-Unis il y a quelques jours. Mais avant cela, le secrétaire d'État américain s'est exprimé au Congo à ce sujet. Quelle a été la réaction de la majorité? Vous connaissez la réaction? De l'agitation. Mais pourquoi vous pouvez vous agiter sur quelque chose qui est tout à fait simple? Écoutez, moi je suis président, dans 5 ans, dans 2 ans, je quitte le pouvoir, et puis un autre va remplacer. Est-ce que on veut nous faire dire qu'il n'y a qu'une personne qui a le monopole du savoir-faire en République démocratique du Congo, alors que son bilan est totalement négatif? On vient de l'indiquer. On veut nous faire dire que la jeunesse congolaise, dans la jeunesse congolaise, ou dans l'élite congolaise, il n'y a pas d'ingénieurs, de médecins, de juristes, de sociologues, etc., qui sont capables de pouvoir gérer autrement le pays que par celui qui est là. C'est ce qu'on veut nous dire. La pensée unique, on veut rentrer à la pensée unique? Non, madame. Donc l'opposition a compris le jeu, parce qu'il connaît les joueurs, et il connaît les règles de jeu, pour dire non aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés en cela par beaucoup d'autres acteurs, y compris à l'international. Nous devons continuer à nous battre pour que l'alternative au pouvoir devienne une règle normale en République démocratique du Congo et non une exception. Qu'est-ce qui se passerait si vous échouez? Ce ne sera pas l'échec de M. Boussa. Non, pas de M. Boussa. Quand je dis vous, je vois l'opposition et le CDR. J'ai bien compris. Parce que 2011, on a changé la constitution et puis bon, on a réussi quand même à avoir M. Joseph Kabila comme président de la République. Et en 2016, vous avez peur que ça arrive de nouveau. Et vous avez dit, vous connaissez le joueur, vous connaissez le jeu, vous connaissez le terrain, vous connaissez tout. C'est-à-dire que vous connaissez même les résultats à venir. Et vous avez peur pour ces résultats-là. Si jamais il arrivait que M. Joseph Kabila et la majorité, avec tout son collège, arrivaient à modifier la Constitution. Si cela arrivait. Nous refusons que cela arrive. Oui, nous refusons. Non, madame, laissez-moi répondre. Nous devons refuser que cela arrive. C'est une hypothèse qui ne doit pas être réalisée. C'est pourquoi nous devons nous battre dès à présent. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre aujourd'hui et nous nous battrons tous les jours, pas seuls. Tous les Congolais, toute la jeunesse congolaise doit se mobiliser parce que cette perspective, passez-moi la tautologie, n'offre aucune perspective et au pays et à la jeunesse. C'est clair et net. On ne peut pas avoir des présidents à vie, on n'est pas dans un royaume, je suis désolé. Donc les combats que nous avons commencé à mener doivent se poursuivre. La pression doit se poursuivre pour que personne, et alors personne, ne puisse modifier la Constitution dans ses dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Notamment s'agissant du mandat du président. Deuxième élément. Mais j'attends aussi dire que on pense que les députés provinciaux devaient être élus par les conseillers municipaux. Mais non, pas du tout. À qui est-ce que le peuple a donné mandat de retirer son pouvoir d'élire directement ses représentants, tel que prévu par la Constitution? Article 197. On n'est pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Donc, l'heure n'est plus à une perspective en termes d'hypothèse. L'heure est au combat. Et à la lutte acharnée, contre des imposteurs et tout ce qui veulent enfermer le pays dans une logique
léopoldienne, c'est-à-dire le pays est considéré comme une propriété privée d'un individu ou d'un groupe d'individus, et avec une logique économique que j'ai énoncée tout à l'heure, celle de l'exploitation des richesses du pays au profit de quelques individus et au détriment de tous les citoyens. On doit mettre fin à cela. C'est le combat de la mobilisation de tous les Congolais, ce n'est pas le combat que des opposants. Vous avez été à côté de Jean-Pierre Mbemba. Alors aujourd'hui vous avez quitté MNC. La diaspora a vraiment besoin de connaître qui est M. Lucien Jean Boussa, parce que depuis un certain temps, la diaspora a du mal à recevoir les honorables venant du Congo. La diaspora, précisément les combattants, ont vraiment du mal à recevoir les autorités politiques congolaises. Alors maintenant, la diaspora vous suit, on a besoin de connaître M. Lucien par rapport à ce que l'image qu'a donné Jean-Pierre Mbemba aujourd'hui. Il souffrait que je vous dise que Jean-Pierre Mbemba n'est plus aimé à la diaspora. Il est considéré comme traître. Pourquoi? La première des choses, il avait gagné les élections. Quand je parle de Jean-Pierre Mbemba, je vois MNC, d'où vous venez. En ce moment, vous étiez dans MNC. Jean-Pierre Mbemba a accepté que M. Joseph Kabila a gagné les élections pendant qu'il n'avait pas gagné les élections. Et c'est là vraiment considéré comme une haute trahison. Et aujourd'hui, les choses vont très mal au Congo. MNC ne dit rien, Jean-Pierre Mbemba ne dit rien. Et maintenant, on vous voit un sujet de MNC. Quand bien même, vous avez créé votre propre parti. À quoi se diffère maintenant ce nouveau parti CDR par rapport à votre ancien parti politique? J'ai envie de rappeler que je ne suis pas comptable du MLC parce que je parle aujourd'hui en tant que président du courant démocrate rénovateur. Ça fait plus d'une année que j'y ai été. Et donc, ne me poussez pas à être un peu anachronique. C'est dangereux. Simplement, ce que je peux dire, j'aime pas parler des personnes. Notre combat aujourd'hui, c'est contre un système établi. C'est un système qui veut s'installer longtemps au détriment des citoyens. Et je pense que je serais plus à l'aise là-dessus. Je vous rappelle que pour la diaspora, que je suis dans l'opposition depuis que Kabila est au pouvoir. J'ai été arrêté en 1998 par Laurent Désiré Kabila, sous Laurent Désiré Kabila, etc., etc. Donc c'est pas ça le problème, n'est-ce pas? Et depuis là, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas accepter qu'en République démocratique du Congo, se mette en place un système qui vienne pour je vais dire, caporaliser l'ensemble des Congolais. Non, on a dit non à cela. Et depuis que j'ai fait le choix de l'opposition au système Kabila, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté constant en tant que Jean-Lucien Boussa. Maintenant, nous avons un parti politique qui s'appelle le courant démocrate rénovateur. Qu'est-ce qui va être différent? La première des choses que... J'ai dit quelque chose ici pour dire que nous voulons faire ce que... Nous disons ce que nous pensons. Et nous devons faire ce que nous disons. C'est très important. C'est tout ce qui pose les problèmes dans notre pays. On pense mal, ou on pense bien, on fait mal, on pense mal, on fait mal. Qu'est-ce que nous... Le choix de la démocratie, pour nous prendre quelques axes. Quand nous disons que dans ce pays-là, il faut de la démocratie, il faut de l'état de droit, ça veut dire que même au sein de partis politiques, il faut qu'on ait des partis politiques démocratiques. Ça veut dire que les règles de jeu au sein des partis doivent être respectées. Les statuts des partis, les règlements intérieurs, etc. Il faut donner au sein des partis politiques l'occasion à tous les acteurs de pouvoir s'exprimer librement, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des enjeux importants, il ne faut pas que le chef des partis devienne le propriétaire d'une entreprise familiale. C'est déjà pas possible. Lorsque vous analysez la plupart de nos partis politiques, il n'y a pas de vice-président. Regardez la plupart des partis politiques congolais. Il n'y a pas de vice-président. Non seulement les partis politiques, mais c'est le système. Je commence par les partis politiques. Nous avons dit au sein du CDR que ça doit changer. Et au niveau de notre parti, pendant que je suis ici, il y a un vice-président qui fait l'intérim. Il faut désacraliser la fonction politique pour la réduire dans sa dimension de production des services publics. C'est ça le CDR. La désacralisation de la fonction politique pour la réduire à sa dimension stricte de production de services publics au profit des citoyens. C'est ça la différence aussi. Deuxièmement, nous avons des idées claires et précises, pas de la démagogie. On n'a pas besoin de la démagogie. Que ce soir à midi, là, il n'y aura pas de soleil, il y aura éclipse solaire. Non. Il faut dire des choses vraies aux citoyens.
Et nous sommes capables de vous dire ce que nous sommes en mesure de faire. Si demain nous prenons le pouvoir, j'ai parlé sur le plan politique, il faut installer véritablement la démocratie dans les pays, pas pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants, nos petits-enfants et la postérité. Ok, merci. Deuxièmement, vous avez voulu savoir quelques différences. Notre approche économique, ou notre approche des problèmes congolais, notre abord des problèmes congolais n'est pas superficiel. Quand on pose la question à 100 Congolais, pourquoi ça ne va pas dans le pays? Il y aura 100 réponses. Mais il n'y aura pas 100 bonnes réponses. Nous voulons que nous ayons tous la même perception des bonnes réponses. Nous considérons que pour le CDR, rien ne va dans ces pays, parce qu'il y a une mauvaise conception du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État est réduit, et je le répète parce que c'est ça la vérité, à une affaire de quelques individus, de quelques amis. Il y a un déficit du pouvoir d'État dans le pays. Il faut mettre fin à ce déficit du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, c'est ce pouvoir-là qui gère le présent, le futur et même les aspects stratégiques. Pendant que nous sommes en 2014, nous devons savoir quel sera le Congo de 2060. C'est ça un pouvoir d'État responsable. Donc, il y a ce déficit dans le pays, nous devons nous battre pour ça, et c'est la première des causes de nos problèmes, liés à la conception même de l'État. Deuxième problème dans notre pays, la qualité du leadership au sommet de l'État. Vous savez, quand vous avez un leadership de qualité au sommet de l'État, un leadership déterminé, volontariste, vous avez des réponses rapidement. On peut vous donner quelques exemples. L'exemple du Brésil nous revient souvent. Lula, quand il arrive, il trouve le Brésil dans quelles conditions? Les populations souffrent, des millions de gens ont faim. Il aborde sa gouvernance dans une approche pragmatique. Comment répondre à la question de la faim? Comment répondre à la question de salaire? Comment répondre à la question de santé publique? De manière pragmatique et déterminée. Il a laissé un exemple. Je ne voudrais pas perdre des minutes pour donner d'autres exemples. N'est-ce pas? La qualité des institutions politiques au Congo. Et je comprends pourquoi parfois les combattants ne sont pas d'accord avec les députés. Quelle est la qualité de nos institutions politiques? La justice congolaise. C'est une justice à double vitesse. Et même une justice instrumentalisée, je suis désolé de le dire. Il y a une vitesse des puissants et des faibles. Il y a une justice des puissants et une justice des faibles. Il n'y a pas une justice juste. Ça, c'est une institution pourtant essentielle dans la régulation de l'État. Le Parlement, qui doit légiférer, mais surtout qui doit contrôler le gouvernement. Quel est son rôle aujourd'hui? C'est un Parlement inefficace. Je suis député, je sais de quoi je parle. C'est un Parlement complètement inefficace. Parce que le leadership est mauvais au sommet de l'État. Et c'est un leadership qui instrumentalise toutes les institutions. C'est ce que Kabila veut qui s'est fait au Parlement. C'est ce qu'il veut qui s'est fait dans les cours des tribunaux. C'est ce qu'il veut qui s'est fait au niveau du gouvernement. Institutions complètement anesthésiées. Donc il faut relever le défi de l'efficacité des institutions. Quatrième problème pour les pays, c'est la gouvernance. Quelle est la qualité de la gouvernance? Lorsque le pays est classé parmi les 10 premiers pays corrompus du monde. Lorsqu'on sait que ce monsieur-là il habitait avec moi à Lemba il n'y a pas 2 mois, il est devenu ministre, il devient millionnaire. Comment il peut justifier cette progression exponentielle de sa richesse alors qu'il se sert du pouvoir? Et il n'est pas inquiété pour ça. Il n'est pas inquiété ni par le chef de l'État, ni par le chef du gouvernement, ni par les parlements, ni par la justice. C'est ça le problème du pays. Et c'est pour cette raison que nous disons, si ces questions de fond sont résolues, elles ne peuvent pas être résolues s'il n'y a pas un leadership différent de celui qui est là aujourd'hui. Quand le peuple se met debout, je crois que beaucoup de choses changent. Aujourd'hui au Congo, le peuple est vraiment, je ne sais pas, en sommeil ou comment, mais la personne qui devait réveiller ce peuple, c'est l'opposition. C'est pourquoi je salue d'ailleurs en passant le premier acte, d'ailleurs même je dirais l'unique acte que l'opposition a posé, c'est ce meeting du Sainte-Thérèse. Mais à part ça, il n'y a encore rien. Pourquoi ne pas réveiller ces étudiants que moi je connaissais dans le temps, les étudiants de l'UNIKIN ou de tous ces étudiants qui sortaient dans la rue pour manifester? Pourquoi ne pas réveiller ces gens de Tchangou, de Massina Ndjili qui sortent dans la rue? Pourquoi ne pas réveiller tous ces gens? Et au moment où c'est le peuple qui est victime, c'est le peuple qui meurt de faim, c'est le peuple qui souffre, vous autres, vous êtes très bien. Vos femmes sont très bien, peut-être que vos enfants étudient à l'étranger, dans des bonnes conditions. Mais ce petit peuple-là, il faut les stimuler à pouvoir
changer le régime. C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. Non, nous sommes une opposition. Je crois que nous pouvons le dire. Et il y a aussi quelque chose qui se passe au Congo, parce que bon, les Congolais ne valorisent pas très bien les Congolais. Non, je crois que l'opposition fait son travail. Mais l'opposition ne peut pas sortir pour aller dans la maison de chacun pour dire « Monsieur, vous mangez très mal ». Quand nous disons que les fonctionnaires à $80 par mois, et qu'en même temps les prix entre 2006, pour ne prendre que cette date-là. Vous le dites où? Parce que la majorité des chaînes de télé appartiennent au pouvoir. Mais s'il vous plaît, mais où est-ce qu'on peut le dire? Vous avez 17 millions d'habitants. Vous connaissez la dimension de votre pays, il a une dimension continentale. Vous connaissez le niveau des infrastructures de ces pays. Vous connaissez le niveau de l'évolution technologique du pays, n'est-ce pas? L'opposition s'exprime. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est déjà le niveau suffisant ou il faut encore renforcer le travail de l'opposition? Je crois que c'est là le débat. Mais l'opposition ne sera pas forte si le peuple n'est pas mobilisé. Mais le peuple est mobilisé lorsqu'il se rend compte que l'action du gouvernement ne me permet pas de satisfaire mes besoins. C'est fonctionnaire qui a $80. Qu'est-ce qu'il attend pour dire non à cela? N'est-ce pas? C'est monsieur, dame qui se réveille le matin, le prix du pain était de $1, excusez-moi qu'on parle en dollars pour nous faire comprendre facilement. Il est passé de 1 à $2. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut effectivement des actions d'éducation politique et civique qui permettent à nos citoyens, de s'approprier et d'intérioriser le combat. Le travail est fait, mais il ne doit pas l'être simplement par les opposants. Il est par les médias, il est par la société civile, il est par tout le monde. C'est un travail d'ensemble qui permet de mobiliser les énergies pour que le changement s'opère dans le pays. Ce n'est pas un travail d'un seul individu, je suis désolé. Maintenant, vous dites, oui, tout le monde connaît les problèmes du Congo, mais quels sont les remèdes? Et j'ai posé les remèdes ici. Il faut une alternance politique. Et ça, c'est constitutionnel. C'est le combat que nous menons tous, vous et nous. Mais l'alternance seule ne suffit pas. Il faut une alternance qui produise une alternative de qualité. Le combat que le CDR est en train de mener, c'est celui de proposer aux Congolais une alternative crédible, une alternative de qualité, composée des hommes et des femmes capables de donner la bonne impulsion et de pouvoir que l'impulsion puisse se décliner positivement pour les Congolais. Maintenant, si vous me posez la question, mais le président Jean-Lucien Boussa, comment pensez-vous qu'on puisse résoudre le problème de la faim? Je suis en mesure de vous répondre. Comment pensez-vous résoudre le problème du chômage? Je suis en mesure de vous répondre, au nom de mon parti politique. Comment pensez-vous résoudre les problèmes en rapport avec la santé publique et l'éducation nationale? Nous sommes en mesure de les dire, parce que nous avons un projet cohérent, nous savons les défendre, nous sommes capables de les chiffrer. C'est clair. Mais la seule réponse qui nous reste aujourd'hui dans le pays, et pour laquelle, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous devons nous mobiliser, c'est le changement du leadership au sommet de l'État. Et le 2016 doit être la date fatidique où nous sommes assurés qu'il y aura une alternance qui va produire l'alternative de qualité. Monsieur Jean-Lucien, je vais revenir sur les qualités. Vous avez parlé de qualité, de changement leadership, qualité, changement du système, et tout ça. C'est bien bon. Et vous savez ce que c'est le peuple congolais. Vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons suivi sur Internet, sur des supports CD, DVD. Vous avez vraiment harangué la foule partout d'être passé. On a eu plein de gens. Bon, on a été quand même surpris de voir encore les mêmes personnes, une ou deux têtes qui étaient avec X, qui traversent avec M. Jean-Lucien Boussa, et le lendemain avec un autre politicien. Aujourd'hui, vous aspirez à la présidence, c'est sûr, ça se dit, parce que vous êtes maintenant l'image sur Internet qui est en train d'évoluer. Vous aspirez à la présidence. La qualité de la population. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème d'abord dans la population. Aujourd'hui, vous allez mettre peut-être la charrue devant le bœuf en disant on va changer ceci, on va changer cela au niveau du gouvernement, au niveau de gouvernants et ainsi de suite. Mais si la population n'a pas encore compris les enjeux pour un bon avenir, mais vous êtes en train de faire un cercle vicieux. Pourquoi? Je dis ça parce que
nous avons l'impression que nous, Congolais, nous n'avons pas encore compris qui est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, un pain qui était à 1 dollar à 9 h, il est à 2 dollars à 15 h. Le Congolais va acheter, et puis il dit, ah, il va crier et tout, il rentre chez lui, et demain, il va continuer à acheter. On revient, c'est un cercle vicieux, on reviendra à ce même jeu au niveau du leadership. La qualité dont vous parlez là, la qualité dont vous parlez, quels sont les vrais aspects de cette qualité? Non, madame, je crois qu'on n'est pas dans une société immobile. Le Congo n'est pas une société immobile. C'est de 1. De 2, 90 millions de dollars qu'on a concentrés dans un hôpital à Kinshasa où il y a déjà d'autres hôpitaux qu'il fallait simplement réhabiliter et équiper de façon moderne, aurait dû servir à réhabiliter 90 hôpitaux à l'intérieur du pays. Et donc, après la problématique de l'équipement, de la réhabilitation, il y a la question relative au personnel médical, qualifié mais motivé. Est-ce qu'il est possible d'avoir un médecin qui n'est pas payé dans un hôpital? Dites-moi comment il va faire. Il s'occupe des hommes et lui-même n'a pas mangé. Et ses enfants ne vont pas à l'école. C'est pas possible. Donc sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la réduction du taux de mortalité, il y a des réponses. Sur le plan de l'emploi, il y a des réponses. Si l'agriculture se développe avec l'agro-industrie à la clé, vous avez 70% des citoyens congolais qui vivent dans le milieu rural. Et donc il y a des perspectives d'emploi qui se créent en même temps. L'agro-industrie ne se développe pas, vous avez des emplois qui se créent dans le domaine agricole et c'est des emplois qui sont de plus en plus nombreux que dans les autres domaines. Deuxième élément, vous savez combien de voitures les Congolais importent par mois ou par an? Si les Congolais importaient par an 1 million de véhicules, vous savez combien coûte la douane au 1000 voitures? C'est 5 000 $. Le truc Allemagne, États-Unis, Kinshasa, ça vous tourne autour de 2 000 $, 3 000 $. Si vous faites l'addition, vous avez 8 000 $ simplement par la douane et les transports. Si vous avez donc cette consommation de 1 million de véhicules là, vous pouvez négocier des partenariats avec des industriels qui viennent installer des usines de fabrication de véhicules au Congo. Et les Congolais sont capables de pouvoir acheter parce qu'ils dépensent déjà 8 000 seulement. Ils dépensent déjà 8 000 rien que pour la douane et les transports. Si là c'est 8 000 pour donner un acompte à l'industrie qui fabrique la voiture qui coûte 17 000, 15 000, donc cette industrie peut se développer. Et nous allons trouver des réponses économique interne. Déjà qu'on n'aura pas de mauvais véhicules. Ensuite, on aura des entreprises créées dans le pays. Et enfin, on a des emplois. Et puis, on a des prélèvements fiscaux sur les bénéfices des entreprises. Ça permet d'améliorer la richesse nationale. Donc, nous avons des idées précises. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps pour cela. On aura d'autres occasions. Oui. Donc, devenant, si il se faisait que ça soit notre profil qui soit retenu par les Congolais par rapport à cette perspective, nous sommes assurés que le Congo va décoller sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. La diaspora traite M. Kabila de Rwandais. M. Kamere, sa nationalité est douteuse. Maintenant, que pensez-vous? Aller aux élections avec des gens qui ont des nationalités douteuses? Je préfère parler du système. C'est le système qui nous broie dans la misère. Je n'échappe pas à la question par ailleurs. Mais je pense que le Congo doit être dirigé par un Congolais. C'est clair et net. Les Congolais seront identifiés qui sont les Congolais aptes à pouvoir prendre la tête de l'État ou la tête des institutions pour permettre un meilleur fonctionnement de ceci dans l'intérêt des Congolais. Par contre, au niveau du CDR, notre parti politique, l'option que nous avons levée par rapport à cette problématique de la nationalité est celle qui nous concerne pour la plupart. Les Congolais d'origine, pourquoi n'a-t-il pas droit à sa nationalité? Pour les CDR, par rapport à cette question, nous disons que tout Congolais d'origine gardera sa nationalité, quel que soit le choix qu'il a fait, pour plusieurs raisons, devenir américain, devenir belge, devenir français, sud-africain. Tout Congolais d'origine doit garder sa nationalité. Parce que non seulement ils se sentent Congolais dans leur âme, mais aussi ils apportent beaucoup pour que le Congo bouge, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et d'ailleurs, il est bon que les Congolais qui deviennent américains, qui deviennent belges, qui deviennent sud-africains, se sentent Congolais parce que c'est une richesse de plus pour le pays.
Je ne comprends pas ceux qui considèrent que la nationalité une exclusive doit être l'affaire des Congolais. Non. Au niveau du CDR, nous nous battrons pour cela. Nous avons déjà commencé des débats là-dessus, au niveau du Parlement. Je ne cite pas les personnes.